Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette saison 2 de Coup d'État Entreprendre, dans laquelle on va parler de créer un produit. Au travers des épisodes de cette saison, on va essayer de découper et de montrer un peu comment aborder la création d'un produit, depuis la validation du marché, le fait de tester le marché, jusqu'à déléguer la création et la gestion de ce produit à une équipe. Et on va essayer de passer sur toutes les étapes entre les deux, de donner des méthodes, des outils et essayer de te montrer en fait comment on va faire pour créer un produit que les gens aiment vraiment et qu'ils ont envie d'utiliser. Dans ce premier épisode, on va parler de valider l'intérêt du marché et donc en fait de vérifier qu'on n'est pas en train d'avoir une idée de produit qui est complètement farfelue et qui n'intéresse personne, parce qu'en fait c'est ça le plus grand risque. L'erreur la plus facile à faire quand on veut commencer à créer un produit, c'est d'imaginer quelque chose que tout le monde va vouloir, alors qu'en fait personne n'en veut. Et pour ça, il y a plusieurs techniques, on va essayer d'en voir un maximum dans cet épisode, notamment la création d'une landing page pour pouvoir aller chercher et tester s'il y a des gens effectivement en ligne sur internet qui sont intéressés par le produit qu'on a envie de créer, même s'il n'existe pas encore. Quand on veut créer un produit, le truc le plus évident qu'il y a à faire dès le départ, c'est d'imaginer quelque chose, d'avoir une idée, de partir d'un truc qu'on veut créer absolument et qui semble être une excellente idée. C'est facile parce que on peut l'imaginer à l'infini. En fait, on peut imaginer une première version de ce produit, puis on peut imaginer y rajouter une fonctionnalité, et puis une autre, et se perdre complètement dans ce cycle éternel qui fait qu'on n'arrive jamais finalement à avoir un produit final duquel on est fier et qu'on est prêt à lancer. On se dit toujours que ça pourrait être mieux et qu'avant de le montrer au monde, il faudrait qu'il soit parfait. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais, parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait d'un produit comme celui-là, et que tu finis par tomber dans une situation où tu passes un temps fou à développer ton produit, et rien ne se passe une fois que tu le lances en fait. Les gens, ils voient que c'est là et personne n'est intéressé. Donc il faut réussir à tacler ça, absolument, parce que sinon tu tombes dans une situation où tu es dans un vide et où personne n'est intéressé par ce que tu proposes. C'est ce qui est arrivé par exemple à Thomas Pariante qui s'occupe du produit chez Coup d'État. En fait, à sa première startup avec Nicolas qui est dev backend chez Coup d'État, ils ont fait exactement cette erreur-là. Ils ont passé des mois et des mois à construire dans leur coin un produit qui n'avait d'intérêt pour personne. Donc tu pars d'un comportement qui existe quand même, ouais. À la base, où c'est j'observe qu'il y a des gens qui créent des contenus qui sont vraiment intéressants, je veux les rassembler tous chez moi pour que tu aies une base de données intéressante de contenu qui t'aide à te former pédagogiquement tout seul, quoi. Exactement. Ça, c'est l'idée de base. Ça, c'est le principe de base. Ouais. Sur le papier, ça fonctionne. Genre sur le papier, c'est une bonne idée, tu vois. C'est genre t'as le truc de la mission, c'est louable, ça te parle, c'est un truc que t'as vécu personnellement. Donc, qu'est-ce qui a foiré, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre pourquoi ça a pas marché comme tu l'imaginais, tu vois? Première erreur, de pas assez parler aux gens. En fait, on a commencé par développer un produit avant même de parler à l'audience et qui en s'adressait, c'est-à-dire aux étudiants. Alors lycée, collège, prépa, fac, école, enfin vraiment tout le monde a besoin d'apprendre des trucs, tu vois. Après c'est juste une question de niveau de difficulté, mais globalement tout le monde est en phase d'apprentissage et de toute façon tout le monde va l'être de plus en plus tard, tu vois. Donc de ce point de vue-là, c'était pas forcément il n'y avait pas une cible ultra précise, même si on se concentrait finalement sur le lycée. Mais donc la première heure, ça a été de se dire on a observé un truc, on n'a pas interrogé les gens sur savoir pourquoi ils le faisaient. Qu'est-ce qu'ils en attendaient, qu'est-ce qui les frustrait dans ce qu'ils faisaient, est-ce qu'il y a des choses qui attendaient en plus, etc. À la fois côté prof, créateur de contenu et on va dire consommateur de contenu. Parce que c'était une marketplace, donc tu avais une offre, une demande. C'est ça, c'est une plateforme quoi. Ton offre, c'était vraiment ces gens en théorie qui écrivent sur leur blog et qui créent de la valeur pour t'aider à apprendre. Et la demande, c'était les étudiants qui venaient se former. Exactement. C'est ça l'idée. Ça nous semblait trop dur, ça aussi qui est absurde, tu vois, mais en fait ça nous semblait trop dur et trop long d'atteindre un niveau suffisant pour crafter notre première version du produit, ce qui était faux. Ça c'était aussi une erreur, de s'imaginer que c'était insurmontable. En vrai, à 2 mois à temps plein, à 4, on arrivait à bâtir suffisamment pas d'expertise mais de connaissances pour commencer à fabriquer des trucs nous-mêmes, tu vois. Et ça on le savait pas, donc c'était la première erreur. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un stagiaire
Donc ça, c'était pas une blague tout à l'heure. Donc on a vraiment C'est pris un vraiment stagiaire. pas une blague, ouais, vous avez On a pris un stagiaire pour bâtir la première version de notre produit. Mais l'erreur, c'était de se dire, enfin, c'était une erreur de se dire, ok, on va outsourcer notre produit sans y connaître rien du tout auprès de quelqu'un qui est a priori pas quelqu'un de confiance parce qu'on ne connaissait pas, mais qui au final s'est avéré être quelqu'un de confiance. En fait, c'était une erreur pas si grave que ça, mais c'était une grosse prise de risque et on l'avait pas mesuré. Ça, c'était un premier truc. Je pense qu'il y a plein de gens qui se font avoir, tu vois, Ouais. et qui prennent pas forcément un stagiaire, mais une agence, un freelance et tout. Et où le gars, sans être forcément de mauvaise foi, va pas forcément être toujours dans la remise en question de ce qui est proposé. Et c'est quelque chose que Bastien a fait. Du coup, globalement, ça a été une grosse prise de risque. Ça aurait pu être une erreur fatale, ça l'a pas été. L'erreur, ça a été de se dire, on va crafter un produit dans le cerveau avec Nicolas. On va le concevoir tout parfaitement. Waouh, dans notre tête, ça marche trop bien. Et Bastien, on va s'étudier pendant 4 mois. Ah ouais. Voilà. Ça a été une connerie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 mois pendant que Bastien y codait? Si tu veux, on attendait que on avait cette posture où vraiment, pendant que le dev se fait, on n'a rien à vendre. Alors qu'en vrai, si, tu vois, totalement. Mais ça, on le savait pas. En tout cas, on n'avait pas réalisé ça. Il n'y avait pas de... pour nous, il n'y avait rien à faire, tu vois. En fait, tant que le produit n'existait pas, il n'y avait rien à vendre. Ce qui est une connerie. Mais on ne le savait pas. Ouais, c'est ça l'erreur, c'est de croire que créer un produit, ça passe uniquement par la création en elle-même du produit. En fait, il y a tout l'aspect derrière qui est qu'est-ce qui m'amène à créer ce que je crée, quoi. Exactement. Et qu'on néglige toujours. Finalement, créer un produit, ça va être le dernier truc que tu fais. Tu vois, il n'y a pas de checklist, hein, mais s'il y avait une checklist, si on le faisait comme ça, ou dans le cycle, la dernière étape de ton cycle, c'est bâtir un truc. Avant, ce que tu fais, c'est que tu apprends sur les users, tu découvres qui ils sont, quel est le problème, tu testes tes hypothèses, tu testes ton marché, tu testes ta proposition de valeur, tu essaies de signer des contrats, tu vois, tu essaies de gagner de la thune avant même d'avoir quoi que ce soit. Et ça, on l'a pas fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on a run out of cash, motivation et people. Du coup, et tout ça un peu à la fois. Voilà. Ok. Et donc là, le projet est mort définitivement. Ok. Donc c'est pas une histoire qui finit bien, quoi. Si, parce qu'au final, en fait, à la sortie de ça, je me suis dit, putain, mais c'est l'entrepreneuriat que je fais en fait. Enfin, c'est ça, tu vois. Et quand tu réalises en fait toutes les conneries que t'as faites, c'est là, ok. Et du coup, j'ai drop out de Central. Nico avait déjà drop out de Dancia. Et puis je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et je vais essayer de bâtir ma vie à venir dans cet univers-là. Ok. Donc ça finit plutôt bien. Ok, trop cool. Merci. Merci beaucoup. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que cette erreur c'est la plus commune et qu'il faut absolument éviter de la faire, comment on fait pour le contrer? Pour contrer ça, il faut s'assurer que les gens ont un intérêt pour le produit que tu es en train de développer. Donc déjà, la base du truc, c'est que si tu n'as pas 20 clients à qui tu peux vendre ton produit ou à qui tu peux faire tester ton produit au jour 1, c'est que très probablement tu n'as pas une idée qui va fonctionner sur le marché. Parce que sinon, si t'as pas 20 personnes, même si tu les connais pas et que t'as pas un accès direct à elles, mais si t'as pas 20 personnes auxquelles tu peux penser là comme ça qui utiliseraient ton produit, c'est qu'il y a forcément aucun intérêt. Ensuite, le meilleur moyen pour tester l'intérêt du marché et vérifier que t'es pas en train d'être complètement à côté de la plaque, c'est d'être à l'écoute de ce marché et d'être à l'écoute des gens qui le composent. Et en fait, c'est le travail d'entrepreneur de manière générale. Il faut arriver à saisir les opportunités, à les détecter déjà et ensuite à saisir les opportunités. Un bon exemple de ça, c'est Airbnb. Airbnb, à la base, c'est pas du tout ce qu'on connaît, c'est pas du tout une énorme marketplace où tu as des particuliers qui vont louer leur appartement à d'autres particuliers qui viennent en voyage, etc. À la base, Airbnb, les mecs, ils se sont rendus compte qu'il y avait une conférence à côté de chez eux, à côté de leur appart étudiant où ils étaient en coloc, et à cause de cette conférence, tous les hôtels de la ville étaient déjà réservés et il n'y avait plus aucune place dans les hôtels de la ville. Et ils se sont dit, à ce moment-là, ok, il y a une opportunité de marché. Il y a des gens qui sont prêts à payer même cher pour avoir un logement quel qu'il soit, parce que leur but c'est pas d'avoir un bel appartement ou d'avoir une belle chambre d'hôtel, mais juste de se loger pour assister à la conférence. Et dans ce cadre-là, on a une opportunité. Si on met un matelas gonflable par terre dans notre salon et que on fait payer les gens pour qu'ils viennent passer une nuit d'hôtel entre guillemets chez nous directement, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et ça part toujours d'une opportunité marché comme celle-là. Airbnb, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Par exemple, pour prendre un autre exemple,
Prenons Anyone Can Scale. Anyone Can Scale, c'est la formation qu'on crée chez Coup d'État qui a pour vocation d'aider les boîtes de services, donc qui sont par définition non scalables parce qu'elles demandent du temps de travail pour avoir du revenu. On veut aider ces boîtes-là à scaler et à décorréler en fait leurs revenus du temps de travail. Ça, à la base, ça part d'une opportunité marché aussi, c'est pareil. On crée Coup d'État, on crée tout le contenu gratuit qu'on fait, etc. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a énormément de gens qui viennent nous parler et qui nous disent « Ok, c'est cool tout ce dont vous parlez avec les histoires de start-up, avec les boîtes tech, etc. Mais moi, je suis boulanger, moi, je suis avocat, moi, je suis freelance, moi, j'ai une boîte de service. Et en fait, dès que vous parlez de scalabilité, je me dis que c'est impossible et que ça me concerne pas. » Et à chaque fois, on leur répond la même chose qui est « mais si, genre ça te concerne, il y a des techniques qu'on peut mettre en place. Effectivement, tu sais peut-être pas qu'elles existent, donc on va créer un produit pour toi qui va être une formation en vidéo où on va te montrer comment faire pour aller chercher de la scalabilité là où il n'est pas censé y en avoir. » Encore une fois, opportunité de marché, on est à l'écoute. On n'a pas forcément d'a priori, on n'a pas forcément d'idées de base. Par contre, on est à l'écoute des demandes du marché parce qu'on est au contact de ce marché constamment. Quand tu détectes une opportunité de marché, au final, après, il va falloir commencer à essayer de parler un maximum aux gens qui composent ce marché, de leur parler personnellement. Et il y a un écueil à éviter qui est très compliqué à éviter parce que c'est la solution de facilité, c'est de parler soit à tes potes, soit à d'autres entrepreneurs. Et en fait, c'est quasiment toujours une erreur. Ça marche jamais. Parce que quand tu parles à tes potes, ils veulent te faire plaisir. Ils sont là pour te dire que ce que tu fais c'est bien, ils sont là pour te soutenir, mais ils font rarement en fait partie de ta cible. Et donc ils te donnent pas forcément des feedbacks de est-ce que eux ça les intéresse, et ils vont te donner des feedbacks de bah ouais c'est cool, tu fais ta boîte, je suis content pour toi. Et en plus de ça, que ce soit tes potes ou des entrepreneurs, il y a de très fortes chances pour qu'ils soient même pas dans ta cible. Et qu'en fait tu demandes des conseils et des feedbacks à des gens qui n'ont même pas d'intérêt à la base à utiliser ton produit. Et ça, c'est forcément une erreur. Il y a forcément un truc qui fonctionne pas là-dedans. Ce qui illustre le mieux ça, c'est quand même tous les trucs, toutes les communautés d'entrepreneurs qu'on peut voir sur Facebook, les groupes, etc. Je citerai pas de nom. Et moi, j'ai toujours du mal un peu avec ces échanges-là parce que c'est des gens qui viennent, qui proposent leur idée de start-up. Et puis, il y a toujours des gens derrière qui viennent démonter les idées de start-up ou dire que c'est une bonne idée. Mais au final, ça n'a rien à, les gens qui vont répondre à ces idées de start-up et qui vont donner leur avis sont même pas dans la cible. Et donc, ils se placent un peu comme des experts, un peu extérieurs à la situation, comme s'ils avaient compris comment tous les marchés fonctionnaient et que du coup, ils pouvaient te dire si oui ou non ton idée était bonne. Dans 100% des cas, ça fonctionne pas. Genre, à moins que tu vendes à des entrepreneurs ou à moins que tu vendes à tes potes, ne parle pas à tes potes, ne parle pas à d'autres entrepreneurs quand tu veux créer un produit en tout cas. Par exemple, moi, quand j'ai lancé l'année dernière un site de recettes, au lieu de le lancer à une communauté de passionnés de cuisine qui allaient être susceptibles d'utiliser le site, etc., je l'ai lancé sur mon Facebook. Et en fait, sur mon Facebook, il y a tous mes potes, il y a plein d'autres entrepreneurs, il y a des gens qui me suivent de Menu Next Door de l'époque, etc. Et en fait, j'ai fait 900 inscrits en une journée de mon réseau, mais la valeur était quasiment nulle parce que peut-être qu'au milieu de ces 900 personnes, il y avait 3, 4, 5, 10 personnes qui étaient intéressées par la cuisine. Les autres étaient juste curieuses de voir ce que j'avais fait. Et le problème de ça, c'est que tu te retrouves avec ce qu'on appelle une vanity métrique. Donc, j'ai 900 inscrits, je suis très content, ma boîte marche. Mais en réalité, s'il y a personne de ta cible qui s'est inscrit sur ce que tu proposes, c'est qu'il y a un problème et personne va utiliser vraiment ton produit et l'intérêt est pas du tout validé. Donc, faut absolument éviter ça. Faut absolument éviter d'avoir les curieux qui viennent s'inscrire sur ton site et qui contribuent à faire grossir tes chiffres, mais qui contribuent pas à faire grossir ton business. Parce qu'en fait, c'est le même résultat que si tu avais des faux comptes. C'est comme si tu allais acheter des abonnés. Tu vas faire grossir le nombre, mais tu n'as fondamentalement personne de réel, entre guillemets, qui est vraiment intéressé par ce que tu proposes. Donc, il faut éviter ça à tout prix. La clé pour pas tomber là-dedans, c'est de se focus sur ta cible, en fait, de te focaliser uniquement sur ta cible. Et la cible, tu dois la définir en amont. Parce que c'est elle qui te permet de trouver le problème que tu résous. C'est une des questions que tu dois te poser quand tu crées un produit. Quel est le problème que tu résous? Genre, c'est quoi le problème que tu résous? Pour détecter un problème, il y a quand même une situation dans laquelle c'est plus facile. C'est toujours plus facile de détecter un problème sur un marché et dans un milieu que tu fréquentes de manière générale.
C'est ce que je disais avec Anyone Can Scale juste avant. En fait, c'était facile pour nous de détecter le problème des gens qui veulent scaler leur boîte de service parce qu'on les côtoie au quotidien, qui nous parlent, qu'on est au milieu de ces communautés-là, qu'on les voit échanger entre eux, etc. Et que même nous-mêmes, on en fait partie. Aujourd'hui, que ce soit Coup d'État ou que ce soit The Family, on est un peu des boîtes de service. Donc au final, on a même le problème nous-mêmes. Et ça aide vraiment à détecter un problème. Un autre exemple, ça va être WeWork. WeWork, c'est des espaces de coworking très haute qualité qui coûtent plus cher que la majorité des espaces de coworking que tu peux trouver ailleurs, mais qui ont un standing très très élevé. À la base, le mec, il a pas juste eu l'idée de WeWork en se levant un matin. Il a bossé avant des années en coworking. Il a créé d'abord des espaces de coworking qui avaient pour vocation à être écologiques, autosuffisants, avec des éoliennes sur les toits et où au final, il pouvait avoir une espèce d'espace de coworking vert. Et puis, au bout de quelques années à faire ce business-là, et après avoir accumulé de l'expérience sur les espaces de coworking et surtout sur ce que les gens attendaient d'un espace de coworking, il s'est dit, OK, comment on passe au niveau supérieur et comment on crée un espace de coworking qui va vraiment résoudre les problèmes que tous les gens qui veulent travailler dans des espaces communs ont. Quels sont ces problèmes-là? Et encore une fois, c'est facile pour lui parce que ça fait des années qu'il traîne dans ce milieu-là et qu'il voit des clients et qu'il peut détecter les opportunités à balle tout le temps. C'est un truc qu'on retrouve en fait dans plein de boîtes et dans plein de produits différents. Par exemple, si on prend Sketch. Sketch, c'est un logiciel qui te permet en fait en tant que web designer de venir faire des maquettes de sites, d'applications, de tout ce que tu veux en fait qui soit numérique et qui te permet de faire des maquettes design et qui est beaucoup plus pratique que Photoshop, qui est beaucoup plus pratique qu'Illustrator. Ce truc-là est un carton international complet parce qu'il parle aux bonnes personnes, les web designers, les UX UI designers, tous ces gens qui travaillent un peu dans le web ou dans en tout cas le software, le logiciel de manière générale. Et on a détecté qu'il y avait un problème. C'était insupportable de créer des maquettes sur Photoshop, c'était insupportable de créer des maquettes sur Illustrator. Il fallait un outil qui soit adapté à ce workflow-là, à ce mode de travail-là. Il fallait cet outil et ils ont juste créé cet outil. Et encore une fois, à la base, les mecs qui ont créé Sketch, c'est les designers. Et ils expérimentent le problème eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il existe, ils côtoient plein d'autres gens qui ont le même problème en même temps qu'eux. Et donc ils se disent, OK, là clairement, il y a un truc qu'on peut résoudre, on peut améliorer matériellement la vie des gens en créant un produit, on va le faire. Donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut essayer d'arriver à détecter le problème que tu veux résoudre. C'est la première étape. Il y a une sorte de framework que je trouve très intéressant pour parler de tout ça. C'est la matrice de Nir Eyal. Nir Eyal, il a écrit un bouquin qui s'appelle Hooked et qui en fait t'explique comment créer un produit qui rend les gens un peu addicts à ce que tu fais. Et il a une de ces matrices qu'il utilise dans le bouquin qui s'appelle la matrice de la manipulation. Donc c'est à prendre avec des pincettes, il explique que éthiquement il faut faire attention à ce qu'on fait, etc. Mais en tout cas, cette matrice, elle se décompose en 4 parties. Il y a 2 choses qu'on va regarder pour placer un produit dans cette matrice justement. C'est 1, est-ce que j'utiliserai moi-même mon produit? Et 2, est-ce que ça améliore réellement et matériellement la vie des gens? Si tu utilises ton produit toi-même et que tu améliores vraiment la vie des gens, là, on est dans le tout bon. On est vraiment dans ce qu'on cherche dans la création d'un produit. C'est la manière la plus facile de créer un produit qui va plaire aux gens parce que on peut avoir une vraie connexion avec les gens pour lesquels on le crée et on peut détecter les problèmes beaucoup plus facilement. Par contre, si tu améliores la vie des gens mais que tu l'utilises pas, t'es juste un vendeur en fait. T'es juste, l'exemple par exemple, ça va être le dropshipping. Genre tu vas vendre des produits qui t'intéressent pas nécessairement toi, pour lesquels t'éprouves pas forcément d'intérêt, mais par contre tu vas les vendre et tu vas faire du cash avec et ça fonctionne. C'est une manière de faire du business qui fonctionne. Mais je trouve personnellement que créer un produit dans ce cadre-là où tu n'es pas toi-même la cible de ton produit, c'est très compliqué. Ensuite, il y a l'autre cas où tu améliores pas la vie des gens, mais tu l'utiliserais toi-même. Très souvent, dans ce cas-là, tu tombes dans ce que Nir Eyal appelle la catégorie des entertainers, donc les gens qui créent en fait des loisirs. Donc effectivement, si tu n'améliores pas la vie des gens mais que toi ça te plaît, c'est que très certainement ça va être, ça peut être du cinéma, ça peut être un parc d'attractions, ça peut être une console de jeu. Enfin en fait, tu vois, genre si tu prends une Xbox ou une PS4, c'est des jeux. Ça n'améliore pas fondamentalement la vie des gens, ça règle pas vraiment de problème, si ce n'est l'ennui.
Après, ça apporte d'autres choses, mais ça règle pas vraiment de problème. Par contre, c'est aussi une manière de faire du business qui fonctionne, mais qui est aussi un peu plus compliqué pour créer un produit que les gens vont vraiment aimer. Et enfin, tu as la dernière catégorie qui est que si tu n'améliores pas la vie des gens et que tu l'utilises pas toi-même, bah en fait, soit tu es un dealer, ce qu'on appelle un dealer, et qu'en fait tu essaies de refourguer des produits qui ne t'intéressent pas et tu essaies juste de te faire du cash sur le dos d'autres gens. Soit tu n'as juste pas de business. Et en fait, si ça t'intéresse pas toi-même et que t'es pas capable d'améliorer un tant soit peu la vie des gens et que ça n'intéresse personne, bah en fait t'es dans la case de la matrice qui fait que ton business fonctionnera pas. Donc pose-toi vraiment la question, dans quelle case tu es? Est-ce que tu es en train de créer un produit qui te parle à toi? Et est-ce que tu es en train de créer un produit qui va améliorer vraiment la vie des gens, qui va régler un problème dans leur vie? Ou est-ce que tu es dans une des trois autres cases et comment tu te places par rapport à ça? Ok, donc on parle depuis tout à l'heure de détecter les opportunités et d'analyser le marché. Le truc le plus important quand tu veux commencer à parler à ton marché et à les détecter encore plus, les frustrations et les motivations qui vont les amener à utiliser ton produit, même s'il n'existe pas encore, ça va être de parler à leurs émotions. Et c'est ça qu'on va voir. Ton objectif, ça va être de capter les motivations et les frustrations qui vont être exprimées par les gens qui composent ton marché. Pourquoi les frustrations et les motivations? Parce que c'est ce qui est relié directement aux émotions et c'est ce que les gens vont exprimer et qui va leur tenir à cœur pour de vrai. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut que tu passes du temps là où les gens qui ont le problème que tu as détecté passent du temps eux aussi. Je m'explique. Ton but, ça va être d'observer leur comportement, de vraiment essayer de collecter un maximum de données sur qui ils sont, comment ils agissent au quotidien, pourquoi ils font les choses, pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils ont envie de régler certains de leurs problèmes, etc. Il faut que tu comprennes vraiment qui ils sont. Et il faut que tu détectes les frustrations. La première chose à faire, c'est de détecter les frustrations. C'est très souvent plus facile. Les frustrations, ça passe par quoi? Ça passe par des phrases qui commencent par « je n'y arrive pas », je perds du temps, je perds de l'argent. Dans un business, en fait, tu apportes de la valeur très souvent par deux moyens qui sont faire gagner du temps aux gens ou leur faire gagner de l'argent. Et si tu détectes des frustrations qui parlent de ça, qui parlent de ah mais ça me fait perdre du temps ou ça j'ai la flemme de le faire, etc. Toutes ces frustrations-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont te permettre de construire un discours pour aller parler aux émotions des gens que tu veux toucher. Pour détecter les motivations, c'est toutes les phrases qui vont commencer par j'ai envie de, je voudrais, j'aimerais, toutes les choses qui sont un peu plus positives et qui vont expliquer pourquoi les gens se mettent à faire des choses. Là où les frustrations sont ce qui bloque les gens, qui composent ton marché à accomplir de nouvelles choses, les motivations, c'est vraiment ce qui leur donne envie de le faire. Si on regarde GitHub, par exemple, donc GitHub, c'est une sorte, donc GitHub, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une sorte de réseau social pour développeurs qui te permet en fait, en équipe de codeurs, de travailler à plusieurs et de gérer de la meilleure manière la façon dont tu arranges ton code et la façon dont tout le monde intervient sur les différents morceaux du code. Si tu regardes la landing page de GitHub et que tu regardes leur discours, ils utilisent des phrases qui ont rien à voir avec ce que fait la solution en soi. Genre par exemple, il y a écrit manage your chaos. Tu sens que ça c'est un truc qu'ils ont écrit après avoir parlé à des dizaines et des dizaines de développeurs qui leur ont répété que bosser en équipe en tant que développeur, c'était le chaos complet. Et donc ils se sont dit, ok, on va créer notre discours et on va écrire chaos dedans parce que ça va parler aux gens et ça va parler à leurs émotions. Si tu regardes une boîte comme Freeletics, c'est une application qui te permet de créer, ça te crée automatiquement un programme sportif avec un coach en intelligence artificielle et en fait ça va t'entraîner à faire du sport régulièrement de manière très intense pour perdre du poids ou gagner du muscle. Sur la page d'accueil de Freeletics, il y a quasiment rien qui t'explique comment fonctionne l'appli en soi. Il y a rien qui te montre concrètement ce que c'est. Tout ne parle que d'émotions. Sur Freeletics, la phrase principale c'est « Osez vous libérer des excuses ». Ça aussi, c'est un truc qu'ils ont forcément construit après avoir parlé à des utilisateurs, à des clients qui leur ont dit « Oui, ce qui est compliqué moi dans ma vie et qui m'empêche de me mettre au sport, c'est que je me trouve toujours des excuses ». Et hop, ils ont construit leur discours par rapport à ça. Et si toi, tu cherches à attirer l'attention de l'utilisateur, il faut que tu fasses la même chose. L'intérêt d'arriver à créer ce discours d'une bonne manière dès le départ,
Il n'est pas ponctuel. Il n'est pas juste là maintenant on crée un discours et puis après on va le jeter. Non, en fait ce qui est intéressant dans la création de ce discours, c'est qu'il va revenir tout au long de la vie de ta boîte. En fait, certes, en l'état actuel des choses, tu vas pas forcément avoir un discours qui est complet, qui va décrire exactement ce que tu fais ou ce que tu vas faire à long terme, mais par contre, il te permet d'avoir un discours qui est compréhensif vis-à-vis des utilisateurs que tu vises ou vis-à-vis des clients que tu vises et qui du coup va pouvoir attirer leur attention. Et surtout, en fait, ce qui est assez fou avec cet exercice-là de trouver les frustrations et les motivations et essayer d'établir un discours en fonction de ça, c'est que ça te permet, toi, de rationaliser ce qui est important pour les gens. Et si tu comprends ce qui est important pour les gens que tu vises, c'est beaucoup plus facile pour toi de leur vendre ton produit. Parce que vendre ton produit, c'est aussi important que créer ton produit. Une fois que tu as observé tous les comportements, une fois que tu as détecté plein de frustrations, plein de motivations, pose-toi et synthétise tout ce que tu as appris pour créer un discours qui va retenir l'attention des gens. Pourquoi créer un discours, c'est important ? Parce que déjà, comme je viens de le dire, ça va définir la direction générale de ton produit. Donc de manière générale, c'est toujours bien d'avoir un discours auquel se raccrocher. Ensuite, ça va influencer la rédaction des contenus que tu vas mettre sur ta landing page, qui est l'objectif final de cet épisode, c'est de sortir une landing page pour tester l'intérêt du marché. Et enfin, ça va te permettre de vendre en one-to-one aussi. Ce discours-là, il se construit et quand tu vas rencontrer des clients dans la vraie vie, des potentiels clients dans la vraie vie, tu vas pouvoir leur parler et avec ce discours qui contient les frustrations et les motivations, tu vas pouvoir leur montrer que tu les comprends et tu vas du coup pouvoir avoir plus de facilité pour leur vendre ton produit. Ton discours, il est composé de quoi ? Il est composé de toutes les choses qui touchent à l'émotionnel des gens. Donc, on l'a déjà dit, les motivations, les frustrations. Il faut que tu montres que tu les as compris. Il faut que tu apportes un début de solution aux problématiques auxquelles les gens font face. Bien évidemment, il va dépendre en partie de tes envies, parce qu'il y a des frustrations et des motivations que tu vas avoir envie de résoudre et d'autres pas. Donc, il y a aussi une part de choix chez toi, que tu peux faire le choix de régler certains problèmes et pas d'autres. Et surtout, tu vas forcément pouvoir attaquer la résolution du problème de tes utilisateurs par différents angles. Regarde, par exemple, si tu prends Deliveroo et Frishti, le problème est le même. Le problème, grosso modo, c'est je dois manger 3 fois par jour et je ne sais pas toujours comment faire. L'angle de résolution du problème n'est pas le même dans les deux boîtes. D'un côté, tu vas avoir Deliveroo qui va attaquer ça sous l'angle de la rapidité, la commodité. Tu as la flemme, tu veux rester chez toi, donc on va te livrer les meilleurs restos de Paris. Et puis de l'autre côté, tu as Frishti qui lui est plus sur la convivialité, le bien manger, un côté authentique et où on dit voilà, c'est pas parce que tu as la flemme de cuisiner que tu es obligé de mal manger. Et du coup, voilà, c'est deux angles complètement différents pour attaquer un même problème. Et c'est là que tu as un choix à faire dans ton discours. C'est OK, tu as détecté les frustrations et les motivations. Comment tu fais pour résoudre ces frustrations et ces motivations ? Comment tu vas parler de tout ça ? Une fois que tu as ton discours, qu'il est construit et que tu es satisfait en fait de la façon dont tu présentes ton idée et ton projet, fais-en une landing page le plus rapidement possible. Il y a plusieurs techniques que tu peux réutiliser pour valider l'intérêt du marché et tester ton discours. Tu pourrais faire un questionnaire par exemple. Moi j'adore les questionnaires mais je pense que c'est plus utile un peu plus tard dans la vie d'un produit. Donc on en parlera dans un autre épisode de comment rédiger un questionnaire qui fonctionne vraiment bien. Tu pourrais aller voir tes clients en direct et leur parler en face à face. Ça fonctionne aussi. Si tu peux faire ça, fais-le, fonce et tu testes ton discours auprès de ces gens-là et tu vois quelle est leur réceptivité, si ça les intéresse un minimum. Mais bon, l'objectif au final quand même, et c'est un truc qu'on sous-estime très souvent, c'est d'être intense. Et pour être intense, ça veut dire qu'il faut voir un maximum de personnes et parler à un maximum de personnes en un temps le plus réduit possible. Et pour moi, la landing page est un moyen très très efficace de faire ça parce que tu peux publier ta landing page, trouver des canaux d'acquisition qui vont amener du monde sur la page, les gens vont s'inscrire, laisser leur adresse mail et tu pourras les contacter pour leur parler. Et en fait, en faisant ça, tu peux multiplier vraiment le nombre de gens auxquels tu as accès, qui vont être intéressés par ton produit et donc ça va aller beaucoup plus vite pour parler à un grand nombre de gens. Donc, on va créer une landing page. La structure d'une landing page, elle peut varier énormément d'une landing page à l'autre. Moi, j'en ai une que j'aime bien, que je vais vous présenter là. La première partie d'une landing page, c'est toujours essayer d'expliquer factuellement ce que tu proposes.
Donc ça te permet en fait quand les gens arrivent sur la page, la première chose qu'ils voient c'est le produit, ce que ça fait et la valeur qui est proposée. Point. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie où tu vas expliquer le comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ton produit est meilleur qu'un autre, tu vois, genre par exemple, enfin c'est pas forcément la concurrence que tu veux viser, mais en tout cas, qu'est-ce qui différencie ton produit. Ensuite, tu vas avoir une partie sur le pourquoi, la mission, l'émotionnel, les frustrations, les motivations, ce que ça va apporter aux gens dans leur vie et comment ça va améliorer leur vie concrètement d'utiliser ce produit. Et puis enfin, tu peux avoir tout un tas d'informations complémentaires avec un call to action en bas de page qui va être répété depuis le call to action du haut de la page. Et le but, c'est d'en avoir le plus possible pour inviter les gens à soit laisser leur adresse email, soit s'inscrire selon le format que tu choisis de ta landing page. Donc cette structure, elle fonctionne. Et le mieux, c'est qu'on voit en pratique comment on fait pour la créer. Pour créer une landing page, il y a pas mal de techniques différentes qui existent. Il y a plein d'outils, surtout en ligne, qui existent pour en créer. On en verra un peu plus tard dans cet épisode. Mais là maintenant, j'aimerais bien vous montrer comment moi je crée une landing page. J'utilise un logiciel qui s'appelle Sketch et qui en fait est un logiciel utilisé par énormément de web designers parce qu'il a des fonctionnalités qui sont très utiles pour la création de maquettes. Donc en fait, par rapport à des outils comme Photoshop ou à Illustrator qui ont plein d'autres utilités que la création de maquettes, ça c'est vraiment orienté pour le web design ou en tout cas le design d'interface de manière générale. Donc pour une landing page, je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir être créatif et de pas être limité et contraint dans un outil. Après, c'est beaucoup d'entraînement, genre c'est un outil qui se prend en main avec du temps. Là, mon but, c'est de te montrer un peu comment ça fonctionne et d'essayer de te faire une petite intro à comment ça marche parce que je pense vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, c'est utile de savoir designer des interfaces et d'au moins comprendre ce que représente le travail de design d'interface pour une fois que tu vas vouloir déléguer ton produit, savoir quel est ce métier. Là, l'exemple que je vais prendre pour te montrer un peu comment fonctionne Sketch, c'est l'exemple de la landing page d'Anyone Can Scale. Je vais te montrer comment on a créé cette landing page et quelle réflexion il y avait derrière et concrètement comment ça se passe. La première étape à la création d'une landing page en général, c'est de la dessiner sur papier parce que ça te permet de pas avoir à faire tes réflexions en utilisant le logiciel directement. Tu peux juste exécuter ces réflexions. Moi, j'aime bien faire un plan très succinct, très simple de tout ce qu'il y a dans la landing page avec une idée vague des contenus en fait. Anyone Can Scale, pour remettre du contexte, c'est une formation. On a eu l'idée de cette formation parce qu'il y a plein de gens qui regardaient les vidéos de coup d'état et qui nous disaient le problème c'est que dès que vous parlez de scalabilité, donc d'hypercroissance, etc., moi qui suis traiteur, qui ai une agence, moi qui suis avocat, moi qui suis artisan de manière générale, en fait tous ces gens qui ont des boîtes de services venaient nous voir et nous disaient le problème c'est que je me reconnais pas dans ce que vous dites, mon modèle n'est pas scalable. Et donc, on a décidé de créer une formation pour dire, mais en fait, si, il est scalable, ton modèle actuel n'est pas scalable, mais il y a moyen de aller chercher de la scalabilité dedans, parce que la scalabilité n'est pas binaire. C'est à peu près toute l'idée qu'on a de cette formation. Et donc maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de rassembler les frustrations et les motivations et de les mettre dans une landing page avec un discours et donc d'attirer l'attention des gens qu'on vise, qui sont ces propriétaires de business qui sont des PME, qui sont des boîtes de services en fait de manière générale. Donc cette landing page, elle va se décomposer comme toujours en plusieurs parties succinctes et l'idée c'est que les gens vont pouvoir découvrir ce qu'est le produit et puis ensuite il y aura des explications un peu plus concrètes et puis aller retourner un petit peu dans le pourquoi. Enfin voilà, on va essayer de mixer les messages pour essayer de donner envie un maximum de précommander la formation qui n'existe pas encore et on a juste des insights sur les gens sont intéressés par ce genre de formation et on veut vérifier que ce soit le cas. À la base, moi j'aime bien donc quand je crée une landing page faire une sorte de première slide en gros sur laquelle on va venir mettre le logo de Coup d'État. Après, il y a une contrainte qui est que on va avoir une vidéo. On va avoir une vidéo de présentation de la landing page. Donc, je pense qu'on peut la mettre directement à droite ici. Voilà. Et ensuite, à côté, mettre le message principal qui potentiellement fait 2 lignes et un petit message en dessous avec, moi j'aime bien
genre sur Coup d'État, on a un peu une identité graphique où on a des choses qui dépassent de certains blocs et tout ça. Donc ici, on va mettre un bloc où les gens pourront en fait passer commande. Tac, donc ça, ce sera la première slide. Donc vraiment une explication claire et concrète de ce qu'est la formation et de ce qu'elle propose et de la valeur qu'elle apporte. Une petite explication avec une vidéo de présentation que les gens pourront regarder une fois qu'ils arriveront sur le site. Donc l'idée de cette landing page, c'est qu'il va falloir la continuer, bien sûr, pour avoir plus de contenu. Ensuite, je pense que directement en dessous du premier call to action qui va inviter les gens à précommander, donc ici on va avoir genre explication générale. Tac. Ici on va avoir une deuxième section où on va essayer d'expliquer quel est le problème qu'on résout. Donc ça va être quelque chose qu'on retrouve ici, mais de toute façon dans tout le discours on va essayer de montrer quel est le problème qu'on résout. Donc déjà on va avoir un texte ici qui sera quelque chose de l'ordre de comment augmenter les revenus d'une boîte de service. Hop, petit texte d'explication. Voilà, ça va donner déjà une idée de pourquoi on a créé la formation, ce qui est intéressant, etc. Le truc derrière. Après, il faut aller chercher les déterminants émotionnels. Et je trouve qu'un truc qui fonctionne bien pour aller taper dans les déterminants émotionnels des gens, c'est de comparer leur situation actuelle à leur situation future s'ils achètent ta solution ou s'ils utilisent ta solution. Donc pour ça, moi j'ai envie de faire un tableau en fait avec tous les trucs négatifs liés au fait d'avoir une boîte qui ne scale pas et en fait à côté tous les trucs positifs liés au fait d'avoir une boîte qui scale. Donc hop, on aura des petites checklists, tu vois, un truc comme ça, je pense, et ça nous permettra en fait d'avoir quelque chose qui est très digeste, que les gens peuvent lire facilement, auquel ils vont s'identifier et se dire ok, moi je suis dans cette situation là, comment je fais pour passer à celle-là? Et ben entre les deux, il y a Anyone Can Scale et j'ai envie de passer d'une situation A à une situation B. Ensuite, il y a je pense que une fois qu'on a donc là on a trois étapes. En gros, on a une explication générale de ce que c'est avec vraiment genre concrètement qu'est-ce qu'on propose. Il y a le pourquoi on l'a créé. Il y a l'identification, l'étape d'identification où les gens doivent se reconnaître dans le problème, où on définit le problème plus en profondeur encore. Et ensuite, je pense que là, c'est très important de casser le truc. On est beaucoup dans le pourquoi, dans le comment, etc. De mettre quelque chose de très très concret. Et donc là, on va dire, ok, c'est 20 heures de contenu, vidéo, des outils concret à utiliser, un truc comme ça. Et en fait, ça nous permet d'avoir un gros titre qui dit bon, ok, c'est bien beau, le pourquoi, ce vers quoi on veut vous amener, ce vers quoi on va tendre dans cette formation, mais je pense que c'est important de vous dire ok, bam, va y avoir ça, 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 ça et ça. Et en fait, vraiment, genre rentrer dans le concret, même si on ne sait pas vraiment encore. Là, il y a forcément une idée, il y a un angle avec lequel on veut attaquer le truc, on veut attaquer par tous les aspects d'un business, de la génération de leads jusqu'au bout. Donc, on peut faire une sorte de mini-programme qui dit ok, concrètement, c'est quoi? Genre, c'est quoi vraiment que vous proposez et à quoi je vais avoir accès si je précommande la formation? Ensuite, il y a forcément une étape qui va être sur le prof. Donc là, en l'occurrence, c'est Oussama. Je sais déjà un peu quelle photo on va pouvoir utiliser. Bon, je suis pas le meilleur dessinateur de la Terre, hein, voilà. Mais en tout cas, donc on va avoir une petite photo d'Oussama avec le prof Oussama Hamar, je pense, et ensuite un texte explicatif qui explique qui est Oussama et pourquoi il est légitime à donner cette formation, etc. Et enfin, je pense qu'on va remettre un dernier call to action avec une petite catchphrase genre transforme ta boîte. Transforme ta vie. On tombe dans le cliché, c'est parfait. Et remettre un call to action où les gens peuvent précommander. Et je pense qu'avec ça, on a un plan de landing page qui est pas mal du tout. Donc là, on a
On est encore dans le quoi en fait, mais donc là on a cette histoire de légitimité, explication de pourquoi ce produit est bien et concrètement qui est dedans. Et enfin on a un dernier call to action et on a un call to action ici aussi. Donc là on a un plan en fait de landing page qui est vraiment qui est construit, où il y a à peu près tout ce qu'on veut en fait. Il y a de l'identification pour l'émotionnel, pour toucher l'émotionnel des gens. Il y a le concrètement ce que c'est et une explication un peu générale. Il y a les bons call to action qui vont inviter les gens à commander, ou enfin en tout cas dans l'occurrence à précommander le truc. Et donc là, avec ce plan-là, je pense qu'on peut commencer à designer vraiment la landing telle qu'elle va être in fine et utiliser Sketch. Donc Sketch, c'est un logiciel qui sert à éditer des maquettes, grosso modo. Donc là, le but, c'est de faire une maquette du plan qu'on vient de dessiner. Donc en gros, Sketch, ça fonctionne sous une... Il y a une hiérarchie de l'information qui est divisée en ce qu'ils appellent des artboards. Donc on va pouvoir créer un artboard. Donc en fait, on peut faire insert artboard ou appuyer sur A et ensuite définir qu'on veut insérer tac, responsive web, un truc desktop HD. Et donc là, on voit qu'on a une première case en fait dans laquelle on peut commencer à faire sa maquette. Je pense qu'il va falloir qu'elle soit un petit peu plus haute. Là, la largeur est bonne, donc on voit qu'on est à 1440 pixels de largeur et on voit qu'il faut, je pense qu'en hauteur, il va falloir un peu plus quoi, pour pouvoir faire une page qui est plus longue. Donc, la première étape, c'était de dire, ok, on veut une première slide où il va y avoir une explication générale de ce qu'on fait. Pour ça, je vais dessiner en faisant un rectangle, donc j'appuie sur R, je vais dessiner un premier rectangle qui va faire 600 pixels de haut, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est pas mal à 600 pixels. Hop, je dessine ce rectangle, je lui enlève la bordure et je vais le mettre de la bonne couleur, qui est la couleur d'Anyone Can Scale, qui est cette couleur-là. Non, c'est celle-là. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là, effectivement. Hop, on va aller dans le Finder récupérer le logo de Coup d'État. On a créé un logo d'Anyone Can Scale exprès. Donc on va pouvoir récupérer celui-là. Tac, on va l'insérer dans la page. Bon, là, il est un peu grand, donc on peut réduire sa taille. Et vraiment, c'est très intuitif en fait Sketch comme logiciel. C'est assez simple à prendre en main. Voilà. Ce qui est bien dans une page web, c'est de définir une largeur fixe. Genre, c'est souvent plus facile à créer comme format de design. Ici, par exemple, en fait, Sketch te permet de montrer des règles. Et ces règles, en fait, on peut choisir d'avoir une largeur de page. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut faire genre 200 et 200. Ça fait qu'on est à 1000 pixels de largeur. Et donc, on va pouvoir venir mettre notre logo ici, à cet endroit-là, au niveau des règles, pour pouvoir que tout soit aligné, en fait, tout simplement. Ensuite, on a dit qu'on allait devoir mettre du texte. Donc, je vais écrire ce texte. Hop, on écrit ce bout de texte. On va réduire un petit peu la taille du biseau. Et ici, on va venir mettre la vidéo, comme on avait dit. Hop, je change sa couleur. Ici, on peut insérer éventuellement un triangle. Et on va le mettre en blanc, histoire de montrer que c'est une vidéo. Donc là, déjà, on a quelque chose qui ressemble à un début de truc. Donc voilà, il y a vraiment très peu d'éléments. Je pense que je peux augmenter un tout petit peu la taille de ce rectangle, mais il y a vraiment très peu d'éléments et on a déjà des infos intéressantes. On dit qu'il y a 30 heures de formation pour que ton business tourne. Là, on montre de manière générale, en fait, la direction que va prendre le produit et on explique. Donc là, on est sur l'explication générale. Maintenant, il nous faut notre call to action. Je pense que le mieux dans ce call to action là, ça va être de faire un rectangle blanc. J'ai envie de le faire dépasser en fait sur la page, comme j'avais fait sur la maquette. Donc on va créer un rectangle ici. Donc voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant avec Sketch, c'est que tout n'est que rectangles, formes imbriquées les unes dans les autres et des bouts de texte et tu joues avec. Et ici, en fait, tu as tes dossiers qui se créent au fur et à mesure et tu vas pouvoir les regrouper en dossiers, en sous-dossiers. Donc c'est assez simple. Genre là, vraiment, donc je vais créer un rectangle qui va dépasser un petit peu, que je vais rendre blanc.
comme ceci, tac. Et là voilà, donc le problème de ce rectangle c'est qu'on va pas le voir, donc j'ai envie de changer le fond de la page. Donc ici on va pouvoir changer le fond de la page. Je mettrai un gris un peu basique, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard éventuellement. Hop. Donc voilà, là on a notre call to action, c'est écrit précommandé maintenant à 699 € au lieu de 1900. Tu as un bouton pour précommander 699 €, c'est clair que tu peux cliquer sur ce bouton et tout l'enjeu il est là. C'est que là on a un début de landing page qui est extrêmement clair, le message est concis, il y a une vidéo d'explication, il y a un call to action. Fondamentalement, ça pourrait suffire. Après on va rentrer plus dans le détail, mais ça pourrait suffire. Je pense que c'est important dans l'utilisation de Sketch pour te montrer un peu comment ça fonctionne, de voir comment regrouper en fait les différentes formes et en faire des groupes. C'est ça qui est intéressant. Donc dans Sketch, en fait, c'est une des fondations de Sketch, c'est de pouvoir regrouper les éléments entre eux et de pouvoir les dupliquer et d'en modifier certains éléments. En gros, par exemple, ici, et si je sélectionne ces deux choses-là, que je fais pomme G, hop, ça les groupe ensemble, juste ici. Et donc là, je peux appeler ce groupe vidéo. Et donc on a, maintenant je peux bouger en fait la vidéo avec le triangle indépendamment. Et donc ici pareil, on a fait un premier groupe, on va regrouper cela. Tac, ici tout ça, ça n'est qu'un seul groupe aussi. Ensuite la deuxième partie, c'était l'explication de pourquoi on l'a créé. On va faire un premier titre, donc on va l'appeler comment augmenter les revenus d'une boîte de service. On va centrer ça correctement. Donc, comment augmenter les revenus d'une boîte de service? Donc, c'est vraiment genre la problématique auquel on veut. C'est vraiment la problématique qu'on a identifiée et on veut montrer comment augmenter les revenus d'une boîte de service. C'est ça tout l'enjeu d'Anyone Can Scale. Donc, on explique ça et on donne une petite explication. Une fois qu'on a expliqué la problématique qu'on avait détectée et le pourquoi on fait les choses finalement, on va pouvoir aller dans l'émotionnel et faire ce fameux tableau où on va faire des comparaisons entre avant Anyone Can Scale et après Anyone Can Scale. Pour ça, même chose en fait, on va venir créer un rectangle et on va pouvoir les remplir avec une liste des choses qui sont problématiques quand tu ne peux pas scaler. Donc on a un texte final qui montre bien la différence entre sans scalabilité et avec scalabilité, sachant que il y a aussi un enjeu dans cette landing page d'expliquer aux gens ce qu'est la scalabilité pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est. Et en fait, on retrouve dans tout ce texte-là juste les frustrations qui ont été exprimées par les gens qu'on a pu voir un petit peu et avec qui on a pu observer leur comportement un peu de loin. Les petites histoires, on les retrouve, voilà, pas sur les factures impayées, c'est vraiment du réel, du concret. Et l'objectif, c'est que les gens s'identifient et qu'ils se disent « Ok, ça c'est pour moi ». Et qu'ils comprennent qu'on les a compris en fait, un minimum. Après, évidemment, on n'a pas encore fait le travail de discuter en profondeur avec eux, mais on détecte qu'il y a déjà ce début de problème-là. Et donc avec Sketch, on peut facilement mettre en page quelque chose de vraiment solide qui transmet un message important et qui transmet le message de « on a créé quelque chose pour vous ». Ça découle d'une observation, ça découle pas juste de nos idées dans notre tête. Ok, donc là on a vu comment créer une landing page avec Sketch. Et ensuite, il faut la coder. Le truc, c'est qu'en fait, il y a plein d'outils que tu peux utiliser qui sont pas aussi complexes que Sketch et du code et qui te permettent quand même de faire des landing pages de très bonne qualité. Par exemple, je pense à Strikingly, à Instapage, à Squarespace, à Wix. Tous ces outils-là sont à peu près d'un niveau égal et tu vas trouver des gens qui vont te dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, etc. Personnellement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que ça se vaut et que pour la création d'une landing page, comme on vise à la créer dans cet épisode, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de fonctionnalités que ce qui est proposé par ces outils-là. Et donc encore une fois, on va passer à la pratique et je vais vous montrer comment j'ai utilisé Strikingly pour créer la landing page de OneSpoon. Je veux créer un nouveau produit. Pour créer un nouveau produit, il me faut une idée. Mon idée, on a dit qu'elle partait des gens en fait. Et donc il faut que je trouve une catégorie de gens qui m'intéressent, avec laquelle j'ai envie de bosser et pour laquelle j'ai envie de créer un produit. Un des trucs que j'aime bien faire dans ma vie, c'est cuisiner. Et au-delà de cuisiner, j'aime bien apprendre à cuisiner à d'autres gens. C'est un truc qui m'intéresse vraiment, c'est assez marrant, genre j'apporte une vraie valeur et je trouve ça chouette. Donc si mon objectif c'est de créer un produit qui va aider les gens à cuisiner,
D'ailleurs, c'est le début de mon pitch. En fait, c'est très très simple. Il va falloir d'abord que je trouve leur frustration et leur motivation, qui sont les choses que je vais résoudre dans le produit que je vais créer. Donc, si je vais sur Marmiton et que je fouille le forum un peu, donc ça va être tout le truc. Donc, mon objectif, c'est vraiment de trouver des expressions de frustration et de motivation. Donc, pourquoi les gens veulent se mettre à cuisiner, ça c'est les motivations, et qu'est-ce qui les empêche de se mettre à cuisiner, ça c'est les frustrations. Donc, voilà, en fait, il va falloir fouiller et ça prend du temps. Genre, c'est un truc qui prend du temps. Il faut regarder un peu tous les posts. Il faut s'immerger vraiment au cœur de ces communautés-là, comprendre ce que les gens veulent, ce que les gens aiment, etc. Tu vois. Bonjour du jeudi, bonjour sous la neige. Alors voilà, j'ai quelques touches peut-être. Donc là sur Marmiton, il y a un truc cours de cuisine pas cher et sympa à Paris. Bonjour, je cherche des cours de cuisine à Paris qui ne soient pas trop chers. Je suis étudiante, donc peut-être qu'il y a un truc c'est trop cher. J'aimerais apprendre à cuisiner et rencontrer des gens qui partagent ma gourmandise. Et ça, c'est les motivations. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Je voudrais apprendre à cuisiner, je sais faire quelques plats simples, mais je trouve que c'est pas à mon goût, je voudrais apprendre autre chose. Avez-vous une méthode pour initialiser une personne à la cuisine? Donc elle, c'est parce qu'elle cuisine pas assez varié. Ah, je mange parce qu'il faut manger, mais après, je n'ai pas de patience pour faire la cuisine. Frustration, pas de patience. Et surtout, j'ai peur que tout soit raté. Pour ma part, j'adore faire la cuisine. Cela me permet de me changer les idées. Ah, motivation, se changer les idées. Maintenant qu'on a tout ça, il va falloir que je définisse quel message je veux faire passer dans ma landing page pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui s'inscrivent et que ça les intéresse un minimum. Donc comment je vais faire pour transformer toutes ces frustrations ou au moins une partie de ces frustrations que je vais choisir et de ces motivations, comment je vais faire pour les transformer en un message positif qui va intéresser les gens et pour lequel ils vont s'inscrire. Donc qu'est-ce qu'on a? On va faire le récap. On a que c'est trop cher. Elle cuisine pas assez, c'est pas assez varié quand on cuisine, donc cuisiner plus varié. Il y a le fait que ils veulent pas apprendre juste les recettes, mais la logique qu'il y a derrière. Je dis ça parce que c'est plus facile pour moi de créer un produit où je vais expliquer la logique de la cuisine aux gens que des recettes, parce qu'en fait c'est comme ça que j'ai appris moi aussi. Donc ça m'intéresse vraiment. Donc j'ai vraiment envie de montrer aux gens que ce produit, c'est apprendre la logique de la cuisine sans suivre une recette bêtement. Ça, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Genre, c'est l'angle qui m'intéresse et c'est complètement arbitraire. En fait, il y a pas de genre je pourrais choisir à peu près n'importe quoi, mais c'est là que tu fais ta différence en fait. C'est là que tu fais ta différence d'un produit à l'autre, d'une mission à l'autre, d'une boîte à l'autre. C'est sur ce moment-là où tu prends les frustrations et tu décides sur lesquelles tu vas pousser. Et surtout, genre, l'avantage d'avoir une liste comme celle-là, c'est que quels que soient les points que tu choisis, tu sais que ça va parler aux gens. Parce que c'est quelque chose, ça sort pas de ta tête. C'est quelque chose que des gens ont exprimé déjà sur Internet. Tu l'as lu, tu sais que ça existe. Donc en fait, tu peux choisir n'importe quoi qui te plaît. Et ensuite, partager sa cuisine avec d'autres personnes. Ça, j'aime vraiment bien parce que moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je cuisine. Donc il y a peut-être un truc de impressionne tes potes, tu vois, ou impressionne tes potes ou ta famille, tu vois, ou quelque chose comme ça. Non, mais je pense que là, c'est pas mal. On a choisi 1, 2, 3, 4, 5 frustrations et motivations auxquelles on veut répondre. Et maintenant, il faut les transformer en un message. Et là, en fait, il y a tout un jeu de comment tu fais pour imaginer la première version de ton produit. Et ça, c'est un exercice qui est souvent pas le plus difficile parce que c'est le plus marrant. Donc là, par exemple, je pense vraiment que je vais partir sur un cours de cuisine. C'est clair. Genre, il y a un truc où les gens veulent apprendre, donc il faut faire une espèce de cours de cuisine en ligne. Il y a quelque chose comme ça à jouer. Moi, un truc que j'aime vraiment bien et qui va vraiment régler ce problème de manque de motivation et du fait que c'est trop de travail d'apprendre à cuisiner, c'est la gamification. Récemment, je jouais à un jeu vidéo. Et en fait, quand j'ai commencé le jeu, il y avait un arbre de compétences gigantesque avec je sais plus combien d'items, mais ça me paraissait être trop de travail, être beaucoup trop à apprendre.
Puis bon, j'ai commencé à jouer et en fait, ce qui est trop cool dans les jeux vidéo, c'est que tu fais une première étape, t'apprends une première compétence de l'arbre de compétences, et puis un peu plus tard une deuxième, et puis une troisième, etc. Et puis au bout de 50 heures de jeu, en fait, tu connais tout l'arbre de compétences qui te paraissait complètement inaccessible. Et ce concept-là, ce concept de gamification et de progression continuelle, j'ai envie de l'appliquer à la cuisine parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc peut-être qu'on peut faire une sorte de parcours où les gens vont aller de recette en recette et à chaque recette vont apprendre une nouvelle technique de découpe, une nouvelle technique de cuisson et ce produit, qui est donc un concept un peu complexe avec beaucoup d'entrées, etc., qui est dans ma tête, il va falloir que j'arrive à l'expliquer clairement. Et pour l'expliquer clairement, on va le faire sur une landing page. Donc pour créer cette landing page, on va utiliser Strikingly, au hasard. Strikingly, c'est probablement un des trucs les plus simples à utiliser, donc pour cet exercice-là, ce sera plus facile. L'avantage, c'est que comme j'ai qu'une maquette papier et que j'ai pas forcément de design en tête, je peux aller très très vite et prendre déjà un des templates que Strikingly propose et copier quoi. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui me parle un minimum. On va prendre celle-là et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc dans Strikingly, en fait, il y a plusieurs items que tu peux mettre en place. Donc ça, c'est une grosse section avec un bouton Call to Action, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc on va l'enlever, tout simplement, et on va en rajouter une nouvelle qui va s'appeler, qui va être un formulaire d'inscription. On va le mettre tout en haut. On va le mettre tout en haut, comme ça les gens pourront laisser leur nom et éventuellement leur email. Donc je pense que je vais enlever le nom pour que les gens mettent que leur email. Et on va mettre un bouton « Je m'abonne ». Non, je veux, je suis intéressé. Ou non, ça m'intéresse. Donc ici, on va pouvoir mettre « Apprends à cuisiner ». Ah là là, à cuisiner simplement une recette après l'autre. Et ici, des recettes, peut-être simples, à cuisiner chez soi. Ensuite, on va changer le titre. Donc, on va l'appeler One Spoon. Ensuite, on veut changer l'image d'arrière-plan qu'il va y avoir ici. Ok, donc ça, c'est la première étape de notre landing page. Si je fais un aperçu, que je regarde à quoi ça ressemble, on arriverait sur ce site-là, ce qui est pas mal en soi. Et ensuite, on doit pouvoir même changer le logo de ça. Ça ira bien, c'est good enough. Les gens peuvent laisser leur adresse mail. Je vais plutôt mettre un call to action qui dit « Je m'inscris ». Enregistrer. Voilà, et comme ça, quand les gens arrivent, donc je reviens voir un coup. Quand les gens arrivent sur le site, il y a écrit « Apprends à cuisiner simplement, une recette après l'autre ». Des recettes simples à cuisiner chez soi pour apprendre la cuisine pas à pas. Ok. Et donc là, maintenant, c'est le moment où on doit expliquer un peu plus en détail ce qu'on va faire. Sur le site, évidemment, il y a des choses qui sont perfectibles. Ça se travaille, etc. Là, j'ai fait ça en une demi-heure, donc il va falloir le faire. Je vais le travailler encore un petit peu, etc. Mais en attendant, on a les principaux messages. Comme je disais, donc on a le « Apprends à cuisiner simplement, une recette après l'autre ». On a notre nom, on a notre logo, on a notre menu, etc. Ça fonctionne hyper bien, ça a été fait très très vite avec des photos que j'ai trouvées complètement sur internet. Un texte, une explication avec des photos, etc. Et j'ai ma landing page qui est prête. Pour faire connaître cette landing page et faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'inscrivent dessus, j'ai envie de tester 2 canaux d'acquisition. Le premier, c'est de grossir dans des communautés déjà existantes. Donc on va aller sur Reddit, on va aller sur Marmiton, on va aller sur Au Féminin, on va poster des messages dans ces groupes-là pour communiquer, quoi, grosso modo. Et faire en sorte qu'il y ait des gens qui cliquent sur ce lien et qui s'inscrivent et qui laissent leur adresse email. Et on va essayer de faire de la pub sur Facebook pour essayer d'avoir des gens qui vont être intéressés par le message et voir comment ça marche. D'abord, on va aller sur Marmiton. Marmiton, créer une discussion. Donc ce qui est toujours un peu particulier quand on poste sur des forums comme ça, c'est que c'est difficile de créer un compte juste pour poster. Donc là, je vais essayer de faire ça. On va voir si ça prend ou pas. Mais en fait, la plupart du temps, moi quand je poste sur Reddit par exemple, je fais attention à être actif dans le subreddit avant, dans la communauté déjà.
pour pas que les gens se disent ah, cette personne-là, elle vient juste pour faire de la pub de son service. Et effectivement, en fait, c'est un gros problème. Donc là, bon, pour cet exercice spécifique, on va poster sur Marmiton et sur Au Féminin, etc. Sans avoir posté autre chose. Mais c'est quand même bon à savoir que pour publier dans des communautés comme celle-là, il faut pas que ce soit ton seul message sur ton profil. C'est un peu un problème. Sélectionner un forum. Il faut trouver vraiment le bon truc. Je pense que là, on peut mettre ça dans troc, service et adresse, titre de la discussion. Alors, pour le message qu'on veut faire passer, c'est très important de prendre 2 choses en compte. La première chose, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que quelle frustration et quelle motivation on a identifié pour qu'ils comprennent qu'on est là avec un objectif en tête et pas qu'on est là pour leur vendre quelque chose, un service, qu'on est là pour essayer d'en tirer bénéfice. En fait, l'avantage d'expliquer qu'on a compris les motivations et les frustrations, c'est qu'on passe d'un système où les gens se disent qu'on le fait pour nous et qu'on fait de la pub à un système où on le fait pour eux et où ils le comprennent très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir quelque chose d'impactant et un minimum de storytelling. Et en fait, quand on poste dans des communautés comme celle-là, quand je poste dans des communautés comme celle-là, j'aime vraiment bien raconter une histoire. Par exemple, donc moi avant je bossais chez Menu Next Door, qui est une food tech. J'aime bien raconter un peu ça. Donc je pense que je vais utiliser ça. Donc ouais, après avoir travaillé pendant 2 ans dans une start-up de cuisine et appris à cuisiner avec 10 chefs parisiens, j'ai créé un programme pour apprendre à cuisiner. Ensuite, dans le corps du message, c'est là qu'il y a beaucoup qui se joue, et notre objectif dans le corps de ce message, c'est d'attirer les gens à cliquer sur le lien à la fin et à aller vers le site. Pour ce message, je voulais vraiment montrer que j'ai compris les motivations, les frustrations de tout le monde, et que à partir de ça, j'avais créé quelque chose. Et il reste plus qu'à poster ça dans les différents forums. Bon, maintenant qu'on a posté ces messages dans les forums, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, espérer que ça parle aux gens. Si les gens posent des questions, je vais être dispo pour répondre. Comme ça va me permettre aussi de voir où est un peu leur scepticisme, etc. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que sur cette landing page, on capte un maximum d'adresses mail et on va voir si on y arrive. Un des gros enjeux quand tu crées une landing page, c'est de faire en sorte que ça ait l'air vrai. C'est le fameux fake it until you make it. Tu vois, c'est vraiment le truc, genre tu peux pas lancer une landing page et dire explicitement que ce que tu proposes n'existe pas encore. Ou alors tu peux, mais il faut être honnête un minimum avec les gens et il faut arriver à montrer un maximum quelque chose de concret. Juste des mots, ça suffit souvent pas. Par exemple, si tu prends Dropbox, sur leur landing page, pendant un temps, ils ont fait une vidéo qui faisait la démo de ce qu'allait être Dropbox alors que ça n'était pas du tout développé. Et donc ils ont fait une vidéo un peu fake où ils montraient les fichiers synchronisés et que ça fonctionnait hyper bien et que c'était rapide. Et rien qu'avec cette vidéo-là, ils ont réussi à faire 70 000 sign-up en postant sur Reddit. Et la demande et la frustration étaient tellement fortes par rapport à la gestion des fichiers sur un ordi qu'il y a 70 000 personnes qui se sont inscrites juste en voyant une vidéo qui était une promesse et le produit n'existait pas encore. Mais en tout cas, la leçon de ça, c'est qu'il faut arriver à faire croire, entre guillemets, aux gens qui vont visiter ton site que ton produit existe déjà ou en tout cas qu'il est en passe d'être créé. Parce que c'est le but. Il y a un gros risque quand tu crées ta landing page qui est d'essayer d'optimiser cette page constamment et d'y passer des plombes et des plombes avant de la lancer. C'est la même chose qu'un produit. En fait, tu peux toujours trouver une petite amélioration qui va faire que ta landing page va être un peu mieux, que ton discours va être un peu meilleur, un peu plus impactant, toucher un peu plus l'émotionnel. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de passer tant de temps à chercher ça. Ça n'a pas de sens non plus d'aller parler à d'autres entrepreneurs pour leur demander des feedbacks sur ta landing page. Ce qu'il faut, c'est que tu envoies cette landing page et que tu fasses voir cette landing page à un maximum de gens qui sont dans ta cible. C'est eux qui te feront les meilleurs feedbacks, c'est eux qui te diront si ton discours te parle, et les chiffres de conversion, le nombre d'adresses email ou de comptes que tu vas récupérer avec cette landing page, c'est ça qui parlera et c'est ça qui te dira que ta landing page elle performe ou pas. Ce sera jamais d'autres gens extérieurs qui vont se placer comme des experts.
Genre si tu vois cette vidéo et que tu te dis que tu vas m'envoyer la landing page pour me demander si elle est bien, il y a de très fortes chances, à moins que je sois directement dans la cible de ton produit, pour que je te dise publie-la à tes users plutôt que de me l'envoyer à moi. Une bonne technique pour distribuer ta landing page et faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui la voient, parce que c'est ça le but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui la voient pour qu'il y ait un maximum de gens qui s'inscrivent et qui laissent leur adresse email ou qui créent un compte ou peu importe. Ça va être de partager dans les forums et les communautés que tu as observées un peu plus tôt pour chercher les motivations et les frustrations. Si tu as trouvé des endroits où les frustrations, les motivations et les problèmes que tu veux régler sont exprimés, dans ces endroits-là, c'est sûr que tu vas trouver des gens qui seront intéressés par ce que tu proposes, donc tu peux leur envoyer la landing page. C'est ce que j'ai fait avec OneSpoon quand j'ai partagé sur les forums de Marmiton, de Au Féminin, etc. Au-delà des forums et des communautés que tu as pu trouver en ligne pour faire tes observations un peu plus tôt, il y a 19 canaux d'acquisition qui existent que tu peux utiliser pour amener du monde sur ta landing page. Si ça t'intéresse, on en parle dans l'épisode 8, l'épisode bonus de la saison 2, pour que tu vois comment ça fonctionne. Ton but en distribuant ta landing page, c'est d'avoir un maximum de gens qui viennent, qui s'inscrivent, qui te laissent un moyen de les contacter pour que tu puisses ensuite les contacter et leur parler personnellement. Parce qu'avoir une grosse base d'adresses email, ça suffit pas. Il faut pouvoir discuter vraiment avec les gens pour comprendre plus en profondeur qui ils sont et quelles sont leurs frustrations et motivations. Pour Anyone Can Scale, une fois qu'on a fait la landing page après avoir détecté vaguement un problème, on savait pas du tout ce qui allait se passer. On a juste mis en ligne. Et ben là, c'est la même chose. Une fois que tu as ta landing page, mets-la en ligne, essaie d'attirer un maximum de gens. Et une fois que tu auras beaucoup de gens inscrits, on va pouvoir commencer à leur parler pour comprendre vraiment qui ils sont en profondeur. C'est le sujet de l'épisode 2.